Salut à vous, adeptes de la culture et des découvertes. Je suis ravi de vous accueillir pour ce 3e numéro des capsules du Petit Gilles. Cette fois-ci, je vous emmène au pays de Marche et de Nassogne, qui se situe en Luxembourg belge, entre la vallée de la Lesse et celle de l'Ourthe, à cheval sur la Famenne et l'Ardenne. Nous commencerons notre périple par la visite d'une petite église qui est aussi, en quelque sorte, une exposition permanente de l'un de nos plus grands peintres. Et nous terminerons notre excursion par une plongée dans les engrenages du Moyen-Âge. Bienvenue au sympathique village de Waa, dont le nom viendrait du mot celtique Waart, signifiant lieu à flanc de collines boisées. Mais rendons-nous sans plus tarder à la petite église Saint-Étienne. Comptant parmi les plus anciennes églises romanes de Belgique, elle est la seule à avoir conservé sa pierre dédicatoire qui commémore la consécration de l'église le 20 juin 1050 par Théodoin, l'évêque de Liège. Ce remarquable édifice roman classé patrimoine de Wallonie est entouré de son ancien cimetière et précédé d'un tilleul multicentenaire sous lequel se recueille un moine blanc curé. Si cette construction unique et rare est autant un document historique qu'une œuvre d'art, ce qui a attisé ma curiosité, c'est le jeu de couleurs qui se dégage des vitraux réalisés par Jean-Michel Folon. Peintre mais aussi sculpteur, l'artiste belge, qui s'est éteint en 2005, a laissé derrière lui de nombreux témoins de son talent. Sa dernière œuvre est constituée de 6 grands vitraux illustrant le martyre de Saint-Étienne, patron de la paroisse de Waa, et de 10 autres plus petits représentant le ciel bleu dans lequel évoluent des oiseaux. Je vous invite à vous rendre sur le site officiel du tourisme du Luxembourg belge pour vous procurer des informations plus pointues sur ces magnifiques vitraux. Quittons maintenant le village de Waa pour prendre la direction de Nassogne. Je vous conseille d'emprunter les petites routes de campagne afin de profiter des magnifiques paysages. Ne roulez tout de même pas trop vite, car la route nous réserve parfois des petites surprises. Mais ne vous inquiétez pas, l'utilisation d'un 4x4 n'est malgré tout pas nécessaire. Construite en 1862, la maison communale de Nassogne arbore fièrement son style néoclassique. Le travail du bois, qui a fait la notoriété de l'entité par le passé, a donné un surnom bien amusant aux habitants du village, les Cahuètes. Ce surnom fait référence à une petite louche en bois fabriquée jadis dans les boisselleries des environs. Aux abords de l'étang des Goffes se dresse un château d'eau construit en 1928 et repeint en 1999 par l'artiste peintre Serge Nanson. La fresque représente les animaux aquatiques et migrateurs qui ont leur habitat dans et autour de l'étang. Autre curiosité de Nassogne, un élevage de cervidés, mais qu'on ne peut visiter qu'en groupe et sur réservation. En prenant la direction de Humain, oui, c'est aussi le nom d'un village. Donc, en prenant la direction de Humain, vous pourrez découvrir une station de radioastronomie. Cet insolite alignement de 48 paraboles sert à l'étude des variations de l'activité solaire. C'est depuis 1954 que l'Observatoire royal de Belgique dispose de ce site d'observation du Soleil. Pour les plus courageux,
vous pouvez vous rendre à Forrières à la recherche des mégalithes que l'on appelle aussi les pierres du diable. Puisque comme moi, vous aurez certainement quelques difficultés à trouver l'endroit exact de cette construction mégalithique proto-historique, je vous en donne les coordonnées précises. 50 degrés, 7 minutes et 49 secondes et demie nord et 5 degrés, 16 minutes et 1 seconde et demie est. C'est bien noté. Sous le regard indifférent des bovins du lieu, vous pourrez admirer des mégalithes datant de 2500 à 1500 ans avant JC. Pour terminer ce périple dans le pays de Marche et de Nassogne, j'aimerais vous emmener à Masbourg pour visiter un vieux moulin à eau. Dès l'an 1293, le moulin de Masbourg est tenu par un homme du seigneur de Miroir, une seigneurie très ancienne qui régnait sur plus de 40 villages. Propriété des ducs d'Arambert, une vieille lignée remontant au temps des croisades, Masbourg et ses manants vivaient dans un contexte de banalité exercée au profit des maîtres du lieu. La communauté devait subvenir à l'entretien des extérieurs du moulin, notamment entretenir les rives de la rivière afin d'empêcher les inondations préjudiciables au village et au moulin du seigneur. Les habitants d'un village tout proche étaient tenus de venir moudre leurs grains au moulin banal de Masbourg. Un seigneur du XVIIe siècle, Nicolas Edmond de Smakers, crut bon d'intenter un procès à la petite communauté de l'Estornie pour envoyer faire moudre le grain à Miroir et non plus à Masbourg. Le Conseil de Luxembourg débouta le seigneur et le condamna aux frais de justice pour fol appel. Le moulin de Masbourg changea maintes fois de propriétaire au fil du temps. Et en 1874, un ingénieur des ponts et chaussées évalua le moulin, plaça le clou de jauge et inscrivit dans son rapport que le moulin était de construction très ancienne. Le clou de jauge était matérialisé sur les lieux par un repère fiché dans la maçonnerie du moulin, avec obligation pour le meunier de ne pas laisser monter les eaux au-dessus de ce niveau de référence. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, 2 moulins de la région avaient installé une turbine dans leur exploitation. La qualité ainsi que le rendement élevé des nouveaux outils ont accéléré le déclin des autres moulins. En 1947, le moulin de Masbourg devait déclarer forfait devant la concurrence. Et voilà, c'est déjà le moment de quitter ce surprenant moulin de Masbourg. J'espère que ce numéro des capsules du Petit Gilles vous aura donné autant qu'à moi l'envie de partir à la découverte de ces endroits formidables de notre patrimoine. Et en attendant la prochaine capsule, je vous dis salut!